Mon frère s'est marié le week-end dernier. Je l'ai découvert parce que les photos sont apparues sur mon écran avant même qu'il ne dise un mot. Pas d'appel, pas d'invitation, juste son visage sous des guirlandes lumineuses à côté d'une femme qui connaît à peine mon nom. Quand j'ai enfin réussi à le joindre, elle a pris le téléphone et l'a dit assez clairement pour qu'il puisse se cacher derrière. Ma femme ne veut pas de toi ici. Elle te trouve pathétique. Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas respiré. Je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai reculé, j'ai jeté un long regard sur la vie que j'avais construite pour lui, et j'ai pris une seule décision qui a complètement réécrit la leur. Avant de continuer, d'où écoutez-vous? Et dites-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Mon nom est Lily Dubois, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait maintenir une famille unie. Je l'ai appris à mes dépens à 23 ans, debout dans un couloir d'hôpital, signant des papiers que je n'étais pas prête à signer, tandis que mon frère de 14 ans, Antoine, sanglotait dans mon manteau. Notre mère, Christine, était partie avant que l'un de nous ne comprenne à quelle vitesse une vie peut disparaître. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus seulement sa sœur aînée. Je suis devenue la personne qui trouvait des solutions, qui payait les factures, qui s'assurait qu'il ne soit pas englouti par le chagrin. J'ai gardé ce rôle pendant 15 ans. Pendant que mes amis poursuivaient des carrières et des appartements dans les quartiers plus branchés de Lyon, je prenais des postes partout où je pouvais. Travail de bureau temporaire le jour, personnel événementiel la nuit, projet de marketing freelance entre les deux. Antoine avait des manuels scolaires, des candidatures universitaires, il avait des frais de club de robotique et des voyages de fin d'études et une chambre d'étudiant à meubler. J'ai tout couvert. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas le voir tomber à travers les mailles que la mort de notre mère avait ouvertes. Quand Antoine a commencé l'université, j'ai acheté un petit loft dans le quartier de la Confluence à mon nom. Je lui ai dit que c'était pour la commodité, mais en réalité, c'était pour lui donner une stabilité, quelque chose que je savais trop bien qu'il ne pouvait pas encore construire seul. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour le voyage en Europe dont il parlait toujours après l'obtention de son diplôme. De petits virements glissés dans un fonds de voyage jusqu'à ce qu'il atteigne 35 000 €. Il avait l'habitude de plaisanter en disant que lorsqu'il serait ingénieur, il me rembourserait avec des intérêts. J'en ai ri. La famille ne tient pas les comptes. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce qui est étrange, c'est que les gens supposent que la trahison frappe comme un coup soudain. Dans mon cas, cela est venu comme une douleur lente que je n'arrivais pas à nommer au début. Des mois avant le mariage, Antoine appelait moins. Les messages devenaient plus courts. Il a commencé à dire des choses comme « je m'en occupe » ou « tu n'as plus à t'inquiéter pour moi » sur un ton qui suggérait que mon inquiétude l'agaçait. Quand il m'a présenté sa petite amie, Léa, j'ai remarqué la façon dont elle me regardait de haut en bas comme si elle me cataloguait. Un regard mesurant, pas amical. C'était une influenceuse, un sourire éclatant, des tenues soignées, toujours à penser aux angles et à l'éclairage. Antoine semblait ébloui par sa confiance. Je ne m'en suis pas préoccupé. Les gens évoluent. Les frères tombent amoureux. C'est normal. Mais je sentais quelque chose changer. La façon dont les conversations devenaient plus courtes ou étaient reportées. La façon dont la voix de Léa restait trop proche du téléphone chaque fois que j'appelais. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que je serais effacée. Pas avant ce matin-là, quand j'ai ouvert mon écran et vu des photos de mariage, mon frère dans un costume que je ne savais pas qu'il avait acheté. À côté d'une femme portant une robe que je n'avais jamais vue sous des lumières. Je n'avais jamais été invitée à me tenir dessous. Une cérémonie qui a eu lieu sans un SMS, sans un appel, sans même un mensonge pour adoucir le coup. J'ai regardé ces photos et j'ai senti quelque chose de familier et de lourd s'installer dans ma poitrine. Le même poids que j'avais ressenti dans ce couloir d'hôpital des années auparavant. Seulement cette fois, ce n'est pas le chagrin qui m'a frappé. C'était la réalisation. La famille que je pensais avoir maintenue unie m'avait tranquillement coupée. Au moment où j'ai vu ces photos de mariage, mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était le déni. Un déni silencieux et désespéré qui me faisait penser qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que c'était une séance photo stylisée.
Peut-être que c'était une fête de fiançailles mal étiquetée par quelqu'un en ligne. Peut-être qu'Antoine m'enverrait un SMS à tout moment avec une explication frénétique sur des plans de dernière minute et une mauvaise communication. Je n'arrêtais pas de me dire ça en l'appelant 1, 2, 5 fois. Au 6e appel, la sonnerie n'a même pas résonné. Cela est allé directement à la messagerie vocale, sa voix enregistrée me demandant joyeusement de laisser un message. Une voix que j'avais écoutée, éditée et réenregistrée avec lui à l'époque où il ne pouvait pas prononcer le mot disponibilité sans rire. Au 7e essai, quelque chose de glacial a commencé à me serrer les côtes, non pas la panique, mais la reconnaissance. Quelqu'un m'évitait. J'ai essayé de lui envoyer un SMS. Antoine, appelle-moi. Puis j'ai vu les photos. Dis-moi juste ce qui se passe. Pas de réponse. Quand mon téléphone s'est enfin allumé avec un appel entrant, j'ai expiré trop vite. Soulagement, peur, tout s'est emmêlé. J'ai glissé pour répondre, mais ce n'est pas la voix d'Antoine que j'ai entendue. Eh bien, une femme a dit, je me demandais combien de temps cela te prendrait, Léa. Son ton n'était pas surpris. Il était ennuyé, comme si elle s'attendait à ce moment, presque l'attendait avec impatience. J'ai besoin de parler à mon frère, ai-je dit. Passe-le-moi. Une pause, un petit rire, grave et aigu. Il est occupé. Nous venons de rentrer de la réception. C'était une réception parfaite. Les mots ont tranché net ma poitrine. Je n'étais pas invitée, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. C'est le but, a-t-elle répondu. Ma femme ne veut pas de toi ici. Elle te trouve pathétique. Pendant un instant, je n'ai rien entendu. Ni sa respiration, ni la mienne. Juste un long et mince silence s'étendant dans mon crâne. Pathétique. J'ai serré le téléphone plus fort. Est-ce qu'Antoine a dit ça? Il n'a pas besoin de le faire, a-t-elle dit. Il est d'accord. En arrière-plan, j'ai entendu sa voix étouffée, hésitante. Léa, donne-moi juste le téléphone. Non, a-t-elle claqué plus fort maintenant, s'assurant que je l'entende. Elle a besoin de comprendre. Nous sommes adultes. Nous n'avons plus besoin qu'elle contrôle tout. Contrôler. De tous les mots qu'elle aurait pu choisir, celui-là a allumé quelque chose de chaud derrière mes yeux. J'ai payé le loft dans lequel vous êtes actuellement, ai-je dit, calme d'une manière qui m'a même effrayée. J'ai acheté ces meubles. J'ai couvert ses frais de scolarité. Le fonds de voyage que vous prévoyez probablement de dépenser. J'ai construit ça pour lui. Dites-moi où est le contrôle dans le fait de donner à quelqu'un toute sa vie. Elle a ricané. Exactement. Tu utilises l'argent pour le garder attaché à toi. C'est embarrassant. Mais ne t'inquiète pas, nous paierons tout nous-mêmes. Nous ne vivons pas dans ton ombre. Laisse-moi lui parler, ai-je répété. Enfin, la voix d'Antoine est arrivée, tremblante. Lily, c'est juste que nous ne voulions pas de drame. Drame, ai-je fait écho. De ma part, tu rends les choses lourdes, a-t-il murmuré. Léa a raison. J'ai besoin d'espace. Nous avons besoin d'espace. Et toi qui planes, ça n'aide pas, j'ai fermé les yeux. 15 ans de sacrifice ont défilé derrière mes paupières comme des diapositives d'un projecteur. Des emplois de nuit, des factures de scolarité, des repas que j'ai sautés pour qu'il n'ait pas à le faire. Tout cela balayé en quelques secondes. Léa a repris la parole, triomphante. Voilà, tu l'as entendu. Accepte-le et passe à autre chose. L'appel a été déconnecté. Je suis restée immobile, téléphone à la main, sentant la lente brûlure monter de mon estomac à ma gorge. Honte, trahison, chagrin, tout se mêlant en quelque chose de plus aigu. J'aurais pu rester figée. J'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'au loft que j'avais acheté, celui d'où ils passaient leur lune de miel, émotionnellement, tout en me coupant d'eux. Quand je suis arrivée, le couloir était silencieux, faisant écho à chacun de mes pas. J'ai frappé. Léa a ouvert la porte juste assez pour que son visage soit visible, souriant d'un air suffisant comme si elle m'attendait. Vraiment? Tu es vraiment venu.
Je suis là pour parler à mon frère, ai-je dit. Elle s'est penchée en avant, le téléphone incliné vers moi comme une arme. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. Nous en avons fini avec toi qui t'immisces dans nos vies. Derrière elle, Antoine planait, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le sol, la même posture que le jour de la mort de notre mère. Mais cette fois, le silence n'était pas le chagrin. C'était la lâcheté. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a finalement cédé. J'ai quitté ce loft sans me retourner. Mais l'humiliation m'a collé à la peau jusqu'à l'ascenseur. Les murs en miroir me renvoyaient mon propre visage, calme en surface, ravagé en dessous. Mon mascara n'avait pas coulé. Mes cheveux étaient toujours épinglés exactement là où je les avais placés ce matin-là. Et d'une certaine manière, cela rendait tout pire. J'avais l'air d'une femme en contrôle. Je ne me sentais pas comme telle. Au moment où l'ascenseur a atteint le hall, l'engourdissement s'était installé. Non pas le genre qui adoucit la douleur, c'était le genre qui la fige, la préservant assez longtemps pour qu'elle se transforme en quelque chose d'autre, quelque chose de plus aigu. Dehors, l'air du soir était doux, portant le faible bourdonnement du trafic et l'écho d'une musique lointaine d'un bar sur le toit. Je suis restée à côté de ma voiture un long moment, respirant lentement jusqu'à ce que mon pouls se stabilise. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je ne m'effondrais pas, mais quelque chose s'était effondré en moi. Une structure que j'avais passé 15 ans à maintenir debout sans que personne ne le remarque. Et une fois tombée, elle a laissé un espace propre et silencieux derrière elle. Un espace dans lequel je pouvais enfin penser. Quand je suis rentrée chez moi, les lumières du loft se sont allumées automatiquement. C'était une habitude que j'avais programmée pour que l'endroit paraisse moins vide. Cela n'a pas aidé ce soir. Les pièces semblaient creuses, comme l'intérieur d'une coquille abandonnée. J'ai posé mes clés, j'ai enlevé mes talons et j'ai marché directement vers le petit bureau que j'avais aménagé par discipline, non par passion. Dossier, feuille de calcul, plan de projet. Toute ma vie organisée en rangées soignées et en onglets codés par couleur. J'ai fixé l'écran et une phrase s'est formée dans mon esprit avec une clarté qui m'a presque effrayée. S'ils veulent l'indépendance, je leur donnerai exactement cela. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, une grille vierge attendant. Ligne par ligne, j'ai commencé à lister tout ce que j'avais jamais pris en charge pour Antoine. Prix d'achat du loft, solde hypothécaire, paiement mensuel, charges, électricité, eau, internet, cotisation de copropriété, assurance, service de streaming, plan de covoiturage familial, carte de crédit qu'il utilisait pour les urgences et qui est devenue une utilisation quotidienne. Le fonds de voyage 35 000 $ économisé dollar par dollar. Réservation de vol de billets pour le voyage en Europe. Que je croyais autrefois qu'il méritait. Je n'ai écrit aucun commentaire, aucune étiquette comme sacrifice ou cadeau, juste les chiffres froids et neutres. Quand l'image complète est apparue, un étrange calme m'a envahi. J'avais construit un filet de sécurité si large et si solide qu'il l'avait confondu avec le sol sous ses propres pieds. Et maintenant il m'en voulait. L'ironie m'a fait rire. Un petit rire sans joie qui remplissait à peine la pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au contact que j'utilisais rarement, sauf pour les questions juridiques concernant les contrats, Maya Fournier. Maya n'était pas une amie proche, mais elle respectait les faits de la même manière que moi. Elle ne se souciait pas de la politique familiale ou de l'histoire émotionnelle. Elle se souciait de la documentation et de la propriété. Elle a répondu d'une voix ensommeillée, « Lily ? Tout va bien ? » « Non, ai-je dit, mais ça ira. J'ai besoin de savoir quelque chose. » Je lui ai lu la liste. Chaque actif, chaque compte, chaque paiement mensuel. Ai-je le droit de défaire tout cela ? Ai-je demandé. Chaque dollar, chaque propriété, chaque réservation, sans rien lui donner. Il y a eu un bruissement de papier de son côté. Puis sa voix s'est aiguisée. Lily, tout ce que tu viens de lister est à ton nom. Propriété exclusive. Le statut de bénéficiaire n'accorde pas de droit. Prêt, facture, actif. Tu es légalement libre de rompre tout lien financier sans son consentement. Le calme dans ma poitrine s'est solidifié. Bien, ai-je dit. C'est à propos du mariage, a-t-elle demandé doucement.
Je n'étais pas invitée, ai-je répondu. Et apparemment, je suis pathétique. Maya a sifflé doucement. Puis, assurons-nous que tu sois aussi pathétique sur papier. Je t'enverrai les modèles par email. Quand nous avons raccroché, la boîte de réception a commencé à se remplir de formulaires, d'instructions. J'ai tout imprimé et empilé soigneusement. Puis je me suis assise sur ma chaise. L'effondrement n'était pas la fin d'une structure. C'était la libération d'un espace. Et je savais enfin ce que j'allais construire dans cet espace. Le matin est venu sans ma permission. Je n'avais pas dormi. Je n'avais fait que passer de la planification à un étrange calme cristallin. Le soleil s'est glissé à travers les stores en fine ligne, rayant les documents que j'avais organisés sur mon bureau. Formulaires, relevés, instructions, un arsenal silencieux. À 9h01, j'ai passé le premier appel. Service client de la compagnie aérienne. Comment puis-je vous aider? Mon nom est Lily Dubois, ai-je dit. J'ai besoin d'annuler une réservation. J'ai lu le numéro de confirmation sur l'imprimé. 2 billets premium pour l'Europe dans plusieurs mois, achetés avec l'espoir naïf que mon frère ferait enfin le voyage dont il rêvait depuis ses 16 ans. Motif d'annulation, a demandé l'agent. Les plans ont changé, ai-je répondu. Je n'ai pas expliqué que la femme qui m'avait traité de pathétique prévoyait d'utiliser ses billets pour sa lune de miel, qu'elle s'était tenue dans le loft que j'avais acheté, entourée d'appareils et de meubles que j'avais choisis, et m'avait dit avec une confiance totale qu'il n'avait plus besoin de moi. L'agent a cliqué sur son système. Vous avez droit à un remboursement de 60% et un crédit pour le reste. Dois-je procéder? Oui, ai-je dit. Procéder. J'ai raccroché et j'ai regardé la boîte de réception se rafraîchir. Une confirmation de remboursement est apparue. Lune de miel annulée. Le premier domino est tombé sans fanfare, sans culpabilité, juste le bruit sourd de l'inévitabilité. Ensuite, ce fut le fonds d'éducation et de voyage. J'ai ouvert le portail d'investissement, authentifié à 2 facteurs, et j'ai fixé le solde. 35 000 €. Je me souvenais de chaque dépôt. 50 € un mois, 500 € le suivant. Un remboursement d'impôt surprise en avril. De l'argent que j'avais mis de côté pour qu'Antoine puisse voir Paris, toucher les murs de pierre de Florence, errer dans un monde qu'il n'avait vu que sur YouTube. J'ai cliqué sur « Retirer tout ». Un avertissement est apparu. Pénalité, taxes, frais de retrait anticipés. J'ai confirmé quand même. Mon téléphone a vibré immédiatement. Un SMS de la société d'investissement. Virement initié. Les fonds seront crédités dans les 5 jours ouvrables. Le deuxième domino est tombé. J'ai fermé le navigateur et j'ai cherché le dossier hypothécaire. Le loft était le suivant. J'ai composé le numéro de Marc Durand, l'agent immobilier qui m'avait aidé à l'acheter il y a 4 ans. Marc était rapide, efficace et impitoyablement honnête. Exactement ce dont j'avais besoin. Lily, a-t-il répondu. Longtemps sans te voir. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de vendre le loft, ai-je dit. Une pause. Tu veux le vendre? Je pensais que tu l'avais acheté pour ton frère. Je l'ai fait, ai-je répondu. Les circonstances ont changé. Marc n'a pas demandé de détails. Il respectait les limites d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Eh bien, a-t-il dit, déjà en mode affaires, la confluence est très demandée en ce moment. Les unités comme la tienne reçoivent des offres en quelques heures. Si nous le mettons en vente aujourd'hui, nous pouvons probablement trouver un acheteur d'ici le week-end. Mettez-le en vente, ai-je dit. Pas de mise en scène, pas d'attente. C'est noté. Je vous enverrai les documents. Les documents numériques sont arrivés dans l'heure. Je les ai ouverts, j'ai parcouru les termes et j'ai cliqué sur « Signer ». Ma signature est apparue nette et confiante, un contraste saisissant avec la femme épuisée derrière l'écran. À midi, le loft était officiellement sur le marché. Je me suis assise en ressentant le plus léger tremblement de satisfaction. Si Léa voulait l'indépendance, elle était sur le point d'en faire l'expérience pleine et entière. Le premier appel du gestionnaire de l'immeuble est arrivé cet après-midi-là. Bonjour,
mademoiselle Dubois. J'ai besoin de confirmer. Avez-vous autorisé la vente de l'unité 5C? Oui. Une autre pause. Les occupants actuels n'étaient pas au courant. Ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit. Toute la documentation est à mon nom. Veuillez procéder aux avis requis. Le gestionnaire a expiré lentement comme s'il ne comprenait que la moitié de l'histoire, mais suffisamment pour ne pas s'en mêler. Nous nous en occuperons. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai imaginé la scène se déroulant dans ce loft. Léa arpentant le sol, Antoine confus, les papiers à la main, réalisant que le sol sous leurs pieds n'était pas le leur. Qu'il ne l'avait jamais été. Il voulait la liberté de ma part. Il l'obtenait. Ce soir-là, Marc a appelé. Vous n'allez pas le croire, a-t-il dit. Nous avons déjà 2 offres. Une en espèces bien au-dessus du prix demandé. Prenez l'offre en espèces, ai-je dit, c'est ce que vous faites d'habitude. Il a accepté en mon nom. La vente a commencé à se conclure en moins de 24 heures. Je n'ai pas prévenu Antoine. Je ne l'ai pas averti. Il ne m'avait pas averti du mariage. C'était juste. La série de tâches suivantes a ressemblé à l'époussetage d'une table. Simple, calme, nécessaire. Je me suis connecté au portail des services publics et j'ai transféré tous les comptes de mon nom. Effet immédiat. Ensuite, les comptes de streaming, mots de passe changés, profils effacés, plan téléphonique, son appareil retiré du plan familial, carte de crédit, l'utilisateur autorisé annulé. Chaque clic était une limite tracée, une ligne claire remplaçant 15 ans de lignes floues. Quand la dernière tâche a été accomplie, je me suis tenue dans la cuisine, fixant mes mains. Elles ne tremblaient pas. J'ai rédigé un SMS. Pas long, pas émotionnel, juste la vérité à nu. Tu voulais l'indépendance. Tu l'as maintenant. Ne me contacte plus. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son numéro avant de pouvoir voir les bulles de saisie. 2 jours plus tard, les conséquences ont frappé à ma porte. Pas littéralement, mais à travers les fissures de la vie que je venais de couper. Le gestionnaire de l'immeuble a laissé un message vocal signalant que Léa s'était présentée au bureau furieuse, agitant son téléphone, exigeant des explications, qu'elle affirmait qu'il devait y avoir une erreur. Qu'Antoine avait essayé de m'appeler à plusieurs reprises. Leurs appels ne m'ont jamais atteinte. Puis Marc a envoyé un email pour confirmer que le dépôt de l'acheteur avait été compensé. La clôture aurait lieu dans 10 jours. Antoine et Léa seraient légalement tenus de quitter les lieux. J'ai imaginé le moment où la vie a frappé à leur porte. Le halètement indigné de Léa. Le silence stupéfait d'Antoine. 2 personnes qui avaient confondu la générosité avec le droit. Mais je ne ressentais aucun triomphe, juste de la clarté. Vous ne pouvez pas exclure quelqu'un de votre mariage et vous attendre à ce qu'il continue à construire votre vie pour vous. La semaine suivante, Marc a envoyé une dernière mise à jour. Clôture terminée. L'email disait, les fonds ont été transférés. J'ai fixé le chiffre, une somme qui représentait non seulement de l'argent, mais une clôture. Le loft avait disparu. La lune de miel avait disparu. La bouée de sauvetage financière avait disparu. Et pour la première fois depuis que j'avais vu ces photos, j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher. Pas un soulagement, pas encore, mais quelque chose de plus calme. Quelque chose comme la première inspiration après une longue plongée sous l'eau. 2 semaines plus tard, Marc a rappelé. Tu ne vas pas le croire, a-t-il dit. Quoi maintenant? Ton frère est passé à l'agence, il voulait savoir ce qui s'était passé, pourquoi tu avais vendu l'endroit, pourquoi tout avait été coupé. J'ai attendu la chute, et puis la seule chose qu'il a pu dire, c'est « elle est allée trop loin ». J'ai laissé échapper un léger rire. Trop loin, ai-je répété. Marc a hésité. Tu vas bien, Lily? J'y ai réfléchi. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois, c'était vrai. Mais le vrai dénouement n'est pas venu d'un appel, d'une vente ou d'un remboursement. Il est venu du silence. Des jours ont passé, des semaines, pas de messages, pas de tentatives par l'intermédiaire d'amis, pas d'excuses, juste l'écho d'une relation qui avait entièrement reposé sur mes efforts. Et finalement,
la compréhension s'est installée. Je ne l'avais pas coupé. Il était parti le premier. Tout ce que j'ai fait, c'est fermer la porte derrière lui. 4 mois se sont écoulés sans un seul mot entre nous. Ma vie ne s'est pas effondrée comme il l'avait imaginé, elle est devenue plus calme, plus nette, plus stable. J'ai obtenu une promotion au travail, j'ai emménagé dans un endroit plus petit qui me ressemblait enfin, et j'ai réservé un voyage en solo dans les Pyrénées juste parce que je pouvais le faire. Le silence, il s'est avéré, pouvait être une sorte de liberté. Puis un après-midi, un numéro inconnu a appelé mon téléphone. J'ai failli le laisser sonner, mais quelque chose m'a fait répondre. Lily. La voix d'Antoine était brisée, faible, craquelée. Rien à voir avec l'homme qui m'avait dit qu'il avait besoin d'espace. Il a tout expliqué par bribes. Comment Léa avait dilapidé leurs économies, courant après des contrats de marque qui ne venaient jamais. Comment l'annulation de la lune de miel l'avait humiliée publiquement. Comment la perte du loft les avait laissés à la recherche de locations à court terme. Et puis le coup de grâce, elle l'avait quitté pour quelqu'un avec plus d'opportunités, emportant la moitié de leur dette avec elle. Je n'ai nulle part où aller, a-t-il murmuré. Puis-je rester chez toi juste le temps de me remettre sur pied? Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas réprimandé. J'ai simplement inspiré une fois, lentement et profondément. Non, ai-je dit, tu voulais l'indépendance. Vis là. Puis j'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Je n'ai pas ressenti de triomphe en posant le téléphone, juste une stabilité, comme une porte qui claque enfin après avoir été de travers pendant des années. Mon monde est plus petit maintenant, mais il est propre. Je me réveille sans cette vague appréhension de qui pourrait avoir besoin d'être sauvé ensuite. Je fais de la randonnée le week-end, je cuisine pour une personne, et je remplis ma maison de choses que j'ai réellement choisies pour moi-même. Le couper n'était pas une vengeance. C'était une survie. Si vous avez déjà dû fixer une limite stricte avec votre famille, vous n'êtes pas seul.